Mes chers collègues, la Commission des affaires économiques, qui s'est réunie hier après-midi, et nous étions là pour entendre les jeunes agriculteurs, après la FNSEA la semaine dernière, poursuit aujourd'hui ses auditions consacrées à la situation et aux attentes du monde agricole. Et a le plaisir de recevoir dans ce cadre Mme Véronique Marcheseau, à ma droite, qui est secrétaire générale de la Confédération paysanne, et Mme Sylvie Collat, qui en est sa secrétaire nationale. Nous entendrons également tout à l'heure les représentants des syndicats agricoles de la coordination rurale, juste après, à 11h30, et du MODEF cet après-midi à 15h. Notre commission est toujours très attentive aux questions agricoles et à nos agriculteurs au cœur de l'activité économique du pays et qui ont dû faire face ces derniers mois à des difficultés importantes dans plusieurs filières. Nous le constatons dans nos circonscriptions et savons bien que leurs attentes, qui étaient déjà importantes au printemps dernier, sont aujourd'hui d'autant plus grandes. Pour certains, il y a urgence. Ainsi, en raison des mauvaises conditions météorologiques, la récolte des céréales, et notamment celle du blé, connaît un net recul, la plus mauvaise récolte pour la France depuis 40 ans, selon les premières statistiques. De même que la collecte viticole, qui pourrait baisser de 18% sur un an. Et dans les élevages, 3 virus ont fortement touché les cheptels, la FCO3, la FCO8, la MHE et également quelques cas de grippe aviaire maintenant en Bretagne. Je précise d'ailleurs que notre commission a décidé en début de ce mois de créer 2 missions relatives à l'abattage et à la viticulture. Dans ce contexte, mesdames, n'hésitez pas à nous faire connaître les évolutions législatives qui vous paraissent souhaitables, tout particulièrement ce qui concerne le projet de loi d'orientation agricole, la fameuse LOA, que nous avions examiné en commission puis en séance en première lecture et transmis au Sénat le 29 mai dernier, après un vote par 40 voix d'écart. Je rappelle que ce texte vise notamment à soutenir l'installation et la transmission des exploitations, alors qu'on estime que la moitié des exploitants devraient prendre leur retraite dans les 10 prochaines années. Nous aimerions aussi connaître vos attentes s'agissant des moyens financiers engagés et qui seront engagés au profit du monde agricole dans le cadre du projet de loi de finances 2025, dont nous serons bientôt saisis pour avis. Nous savons que la Confédération paysanne est attentive à la préservation des exploitations familiales et de leurs revenus. Nous étions déjà vus, quand j'étais à la Commission des finances en charge du rapport pour avis, de nombreuses fois sur ce sujet. Cette audition peut aussi, de ce point de vue, être l'occasion d'évoquer l'équilibre des relations commerciales au sein de la filière alimentaire, à la suite notamment de la mission conduite auprès du gouvernement au printemps dernier par les députés Alexis Isard et Anne-Laure Babot, en vue d'une possible loi Egalim 4. Notre commission a aussi décidé de reconstituer une mission d'évaluation de la loi Egalim 2. Celle-ci a été confiée à nos collègues Julien Dive, Harold Duvart, Richard Ramos et Aurélie Trouvé, dont nous attendons les travaux avec beaucoup d'intérêt. Enfin, n'hésitez pas à nous faire connaître votre opinion concernant l'évolution du cadre législatif et réglementaire applicable à l'agrivoltaïsme, sujet qui touche tout particulièrement un certain nombre d'entre nous ici et dont nous devons assurer un développement raisonné et raisonnable. Merci encore, Madame la Secrétaire générale, Madame la Secrétaire nationale, d'être ce matin à nos côtés pour voir ensemble comment nous pouvons avancer sur tous ces sujets. Vous avez maintenant la parole pour une quinzaine de minutes, après quoi nous entendrons les orateurs du groupe, chacun pour 4 minutes, réponse comprise, je dis bien réponse comprise, puis les orateurs individuels pour 1 minute par question. En vous rappelant, chers collègues, que le temps de réponse doit être partagé, si possible, avec nos invités, et donc de peut-être donner lieu plus à des échanges qu'à des monologues. Je vous remercie. La parole est à vous. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Donc effectivement, je suis là pour vous faire part des chantiers qui nous semblent prioritaires et des attentes que nous avons par rapport à votre nouvelle Assemblée nationale. Donc, comme ça a été bien expliqué du coup par votre vice-président, le monde agricole du coup est en crise depuis très longtemps. Et ça s'est largement exprimé cet hiver. Du coup, la colère et la détresse se sont beaucoup exprimées et en fait, on n'a pas eu les réponses attendues pour répondre à cette colère et à cette détresse. Et pire, cet été, l'état sanitaire et l'état climatique ont renforcé les difficultés qu'on peut avoir dans un grand nombre de fermes.
Depuis des années, il y a une forte question sur du coup le revenu le revenu dans les fermes, comment du coup pouvoir vivre de son travail. À l'issue des mouvements, du coup, le syndicat majoritaire a réclamé beaucoup de mesures de simplification, un abaissement des normes environnementales ou un abaissement encore des frais de succession. Ce ne sont pas les mesures qui sont attendues par la majorité du monde agricole. La majorité du monde agricole attend de réelles avancées pour pouvoir gagner sa vie en travaillant dans les fermes. Et ces réelles avancées, elles passeront par une amélioration de notre revenu. Ces améliorations, du coup, dépendent de la mise en place de prix minimum garantis, de prix minimum d'entrée pour abaisser la concurrence avec les denrées qui viennent d'ailleurs. Du coup, un arrêt des accords de libre-échange pour que les denrées agricoles ne soient pas des monnaies d'échange et qui ne permettent pas après pour nous de vivre de notre travail. Et enfin, des mesures fortes de régulation de marché. Jusqu'ici, l'industrialisation de l'agriculture, qui est en route depuis des décennies, n'a pas fait la preuve que tous les paysans, toutes les paysannes, tous les agriculteurs, agricultrices pouvaient vivre de leur travail. On voit bien la crise qui est liée au revenu aujourd'hui. Le nombre de paysans, de paysannes, d'agriculteurs, d'agricultrices et de fermes qui diminue. Pour nous, il est indispensable de soutenir l'agriculture paysanne dans toutes les mesures, notamment toutes les mesures fiscales auxquelles vous devrez travailler dans le prochain projet de loi de finances. Je vais laisser ma collègue vous parler des crises sanitaires et des crises climatiques qui aggravent du coup la situation qu'on vit pour une bonne partie d'entre nous dans les fermes. Bonjour. Bonjour à vous tous et vous toutes. Merci de nous accueillir. Donc effectivement, on a passé un été catastrophique dans le monde agricole. Et c'est rien de le dire. Et ça continue et ça va continuer un moment. Nous sommes sur une crise sanitaire qui va être sur un temps long et qui menace gravement l'élevage français. Tous les élevages français, tous les ruminants sont concernés par soit la FCO 3, 8 et d'autres variants, FCO 4, des variants de la 8, il faut le dire, mais aussi la MHE. Et c'est tous les territoires. C'est-à-dire que maintenant, quand vous superposez les cartes des épidémies, pour celles que l'on peut avoir, qui sont d'ailleurs toujours pas à jour ou avec un jour de retard, et quand on voit l'évolution de ces maladies vectorielles, évidemment, on voit bien que c'est l'ensemble du territoire qui, à un moment, va être contaminé par plusieurs virus. Ces virus, ils sont aussi le fruit de l'évolution du climat. Ce sont des crises climatiques, ce sont des crises sanitaires, mais liées à l'évolution climatique. Nous avons constaté, en Ariège notamment, qu'à 2000 mètres d'altitude, le fameux colicoïde, qui est donc ce fameux moucheron qui transmet en partie la FCO8, ces maladies vectorielles, était présent en altitude à plus de 2000 mètres. Et ce, très tard en saison. Là, on espère avoir un peu d'accalmie, mais encore, la semaine dernière, c'est les éleveurs d'Isère qui sont catastrophés d'avoir jusqu'à 50% de mortalité dans leur troupeau de brebis. 50% de mortalité sur un troupeau, ça veut dire qu'est-ce que va faire l'éleveur? Certains m'ont dit, nous, c'est fini, on arrête. On ne peut plus travailler avec une épée de Damoclès sur la tête comme un virus qui, quelles que soient nos pratiques, quelles que soient nos positions par rapport à la vaccination ou autre, font que cet élément est nouveau et on ne le maîtrise pas. Et qu'on soit le meilleur éleveur du monde, de toute façon, il nous arrive dessus. Et on le voit bien, tous les élevages sont concernés. Et ces éleveurs nous disent, on va peut-être arrêter. Et donc, ils sont en train de discuter, là, en ce moment, de la faisabilité de continuer l'activité. Et c'est là qu'il faut que vous ayez très vite un message très fort et faire la pression sur le gouvernement pour que très vite, on ait une avancée sur la prise en charge de tous les frais liés à ces maladies, évidemment la disponibilité de vaccins, évidemment la prise en charge de ces vaccins, quelle que soit la maladie, quel que soit le territoire, parce que les zonages sont incompréhensibles pour les éleveurs. Celui qui aurait la FCO3 sera accompagné, mais pas celui qui aurait la FCO8. Pour le coup, tout le monde a ses animaux qui crèvent, donc on ne peut pas gérer une crise sanitaire en segmentant comme ça les virus.
que d'ailleurs, qui sont très mal connus et pour lesquels on ne voit même pas comment les administrations pourraient faire le distinguo pour faire des volets d'indemnisation différentiels selon les territoires et selon les virus. Donc il y a un vrai besoin d'une unité sur les mesures prises pour l'ensemble de la crise sanitaire MHE, FCO3, FCO8, FCO4 sur l'ensemble des territoires. Et ce même éleveur qui a perdu 50% de troupeaux me dit « mais si je veux continuer, comment je continue ?» J'ai un vrai problème, c'est-à-dire qu'il faut que je renouvelle mon troupeau. Comment je vais le renouveler ? Les béliers sont stériles pour une grande partie. Il faut réanalyser, retrouver des reproducteurs. Quand bien même j'aurai ce reproducteur, comment je fais ? Je n'ai plus de jeunes, ma suite a été fracturée. C'est d'abord les jeunes brebis qui sont mortes. Donc il n'a plus non plus les reproductrices pour demain faire des agneaux, faire du lait demain. Donc il sait qu'avec une perte de 50% de troupeaux, il a peut-être 3 ans pour remonter son effectif et renouveler et revenir au niveau de production qu'il avait. Donc, ça veut dire qu'il faut un temps long et qu'il ne faudra pas les laisser tomber après toutes les pressions que nous allons organiser dans les jours qui viennent. C'est vraiment la pierre d'achoppement. Là, ça fait l'unanimité des territoires. Je vous dis, ça va chauffer dans les campagnes sur cette question de l'élevage et de la crise sanitaire parce que là, les éleveurs ont tout perdu. Donc, il faudra aussi leur donner un projet long. Donc, l'accompagnement de la PAC, notamment toutes les mesures, vous le savez bien, c'est lié à la PAC. Le chargement hectare des animaux va effectivement compromettre pas seulement pour 2025, mais pour 2026-2027, le chargement qu'ils auront aussi, et donc leurs aides qu'ils pourront avoir au niveau de l'accompagnement de la PAC sur l'élevage. Donc c'est quelque chose de très transversal, de très profond, et qui nous amène aussi, et je en resterai là sur la crise purement sanitaire, on a cette inquiétude, ce qui a été dit aussi sur la grippe aviaire, rien n'est fini, mais on a aussi la crise qu'on essaye d'endiguer, qui est la peste porcine africaine. Elle est à nos portes, elle est dans les Vosges allemandes, on a eu un foyer, donc voilà, c'est la frontière française, et donc là on sait un risque majeur, ce qui veut dire qu'aussi nous attendons, et nous, la Confédération paysanne, nous défendons l'élevage plein air paysan, et nous voulons qu'il y ait une vraie réflexion sur quel élevage demain, pourquoi on en arrive à autant de crises sanitaires, comment on a mis autant de risques, parce que pour beaucoup de maladies aussi, c'est le modèle d'élevage qui concentre aussi ses activités et qui concentre des bombes virales. Forcément, on l'a vu dans la grippe aviaire. La première solution de la grippe aviaire a été il faut baisser les densités. Donc densité d'élevage, densité dans l'élevage et sur les territoires. Donc là, il y a une réflexion à avoir sur quel modèle demain. Est-ce qu'on continue d'accompagner et de défiscaliser sur de l'élevage industriel, accompagner des filières industrielles qui, soi-disant, répondent à des marchés, mais pour lesquels on n'aura jamais la compétitivité. Et on le sait, par exemple, en volaille, un poulet sur 2 vient de l'étranger actuellement. Avec les accords du Mercosur, c'est quasiment le quart des importations de blancs de poulet qui viendront du Mercosur. C'est 18 000 tonnes. Donc là, on est vraiment dans une crise où tous les modèles s'effondrent. Effondrés par la crise climatique sanitaire, effondrés par le modèle économique. Et donc, nous reposons la vraie question centrale à la Confédération paysanne, qui est bien comment on accompagne l'agriculture dans la transition écologique, parce qu'on a besoin de cette transition écologique. Si on fait abstraction de l'évolution climatique, on est déjà dans le mur, mais là, on y va encore plus vite. Tout nous revient à la figure, quels que soient les modèles. Et nous aussi, même nos fermes ont leurs difficultés de résilience économique. Donc, effectivement, nous disons qu'il faut un projet fort, une vraie politique de transition agroécologique qui, notamment, va protéger les ressources de l'eau. La ressource du sol, c'est pas rien, ce sol qui doit nourrir la population, parce que nous voyons bien qu'on a atteint le maximum de production qu'on pouvait avec le maximum de moyens technologiques et que c'est fini, les rendements baissent, les céréaliers découvrent ça cette année et ils n'ont pas fini de le découvrir et on pourrait parler de toutes les inondations, de toutes ces zones qui ont été menacées de tout semis, puisque même je suis du Gers, on n'a pas pu semer en hiver, donc on s'est retrouvé à un assolement sur le printemps, et au printemps, on a encore eu des difficultés à semer. Résultat, on est sur certaines productions de protéines à moitié rendement. On ne sait même pas si on va ramasser le soja dans le Gers, parce qu'on l'a semé trop tard, parce que finalement le temps change, et qu'aussi on est attaqué par la pyrale, par
par beaucoup d'insectes, par les punaises des bois qu'on n'avait jamais sur ces cultures de soja. Donc effectivement, les cultures céréalières sont aussi impactées par les évolutions climatiques. Donc il faut vraiment renverser complètement la table. Et donc on ne comprend pas. Et là, on vous demande aussi d'intervenir. Comment est-ce que, et on l'a vu pendant la crise, il y avait un sondage qui disait que 80% des agriculteurs sont prêts à faire des efforts pour l'environnement et l'écologie. Voilà, même 85%. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'accompagne pas mieux les agriculteurs qui font cet effort? On a la question des MAEC, on a manifesté. Pourquoi est-ce que toutes les aides autour de l'environnement, que ce soit les MAEC, que ce soit la CAB, tout ce qui est accompagnement de l'agriculture biologique, ce sont les dernières aides qui sont versées et elles ne l'ont encore pas été pour 2023. C'est-à-dire qu'on a touché de la CAB au début septembre. Ce n'est jamais arrivé. Les MAEC ne sont pas encore intégralement versés à tous les agriculteurs. Comment ceux qui font le plus d'efforts pour la transition écologique sont les plus pénalisés? Voilà des choses très simples que vous pouvez régler, que vous devez régler. Et ensuite, il faut augmenter cette possibilité d'accompagner plus les agriculteurs, puisqu'on voit bien que c'est territorialisé. Il y a des régions qui voudraient aller vers un accompagnement MAEC et qui ne peuvent pas le faire parce qu'ils n'ont pas les budgets. Donc là, il y a vraiment des choix à faire. Et pour autant, si on veut territorialiser l'agriculture et si on veut sauver toutes les zones intermédiaires, parce que je sais très bien que vous entendez souvent les mêmes, c'est-à-dire ceux qui sont au nord de la Loire, ceux qui sont sur des grandes plaines qui avaient des potentiels de production, mais nous qui sommes sur des zones intermédiaires, nous voyons bien que nous prenons de front la question du prix, la question du climat, la question de la ressource en eau, de la sécheresse. Nous sommes dans le plan méditerranéen, c'est pas rien. Je pense à mes collègues des Pyrénées-Orientales qui voient leurs vignes se dessécher et être à 20% de récolte. Là, les premières vendanges sont catastrophiques. Il faut leur donner de l'espérance parce que qu'est-ce qu'on va faire de ces territoires? D'où la transition agroécologique. Il faut mettre des moyens sur ce domaine. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que le système assurantiel qui a été produit au travers de la PAC ne fonctionne pas. C'est moins de 20% des agriculteurs qui ont souscrit et ceux qui ont souscrit n'y ont pas trouvé de ressources. Il nous faut un système assurantiel qui soit effectivement le plus solidaire possible, parce que les éleveurs aussi sont touchés par les aléas climatiques. C'est ce que je vous ai exprimé au début. On a vraiment besoin d'avoir une protection, nous les agriculteurs, nous sommes le premier maillon. Et la conséquence, et après je redonnerai la parole à ma collègue, la conséquence c'est que là on a vu, et j'en suis l'exemple, sorti d'école d'ingénieur il y a 40 ans, installé il y a 40 ans, on avait été formé sur un modèle productiviste, les engrais azotés, les pesticides et toute l'enveloppe. On veut continuer à nous faire moderniser sur de la robotique, du numérique, du génétique. Mais non, c'est fini, ça ne marche pas. Il n'y a plus de gains de productivité. Le sol a ses limites, les plantes ont leurs limites, le climat est là et nous limite. Donc il faut repenser le modèle agricole. C'est pour ça que nous disons que nous avons un projet. C'est l'agriculture paysanne. C'est celle qui installera le plus de jeunes. Et je passe la parole à ma collègue sur l'installation. Donc effectivement, je vais revenir sur l'installation et notamment en répondant à vos questions sur Monsieur le Vice-président sur la LOA. Donc du coup, la LOA, à l'origine, pour nous, c'était plutôt un projet emballant puisque ça devait travailler sur le renouvellement des générations en agriculture et la transition agroécologique. Après les moultes péripéties du processus de ce projet de loi, à l'arrivée, on a du coup une loi qui est plutôt éloignée de ses objectifs initiaux. Et sa dernière version, pour nous, elle comporte de nombreuses mesures qui profitent plutôt aux tenants de l'agro-industrie. Je parle un peu trop dans... Non. Qui profite plutôt aux tenants de l'agro-industrie qu'à un soutien à l'agriculture paysanne qui, pour nous, est le mode d'agriculture qui répond à tous les enjeux contemporains. Donc, enjeu d'une alimentation, une alimentation de qualité pour la santé des consommateurs, un enjeu de vie dans les territoires et un enjeu de préservation des ressources, de l'environnement et du climat. Donc, la dernière version, celle qui est au travail en ce moment, nous vous demandons de la revoir. Pour nous, elle induit une concurrence qui peut être néfaste entre la souveraineté alimentaire et la production d'énergie en milieu rural.
Nous, on rappelle que pour nous, la souveraineté alimentaire, on y fait référence via la définition qui a été donnée il y a déjà très longtemps par la Via Campesina et qui est reconnue par l'Organisation des Nations Unies. Et cette définition, elle dit que la souveraineté alimentaire, c'est le droit des populations et des États à définir leur politique agricole et alimentaire sans dumping vis-à-vis des pays tiers. Et ça, on y tient vraiment. En fait, il faut que chez nous, on organise notre alimentation et notre agriculture sans que ça fasse une concurrence déloyale ailleurs et vice-versa. Donc vraiment, pour nous, cette définition est aussi un socle qui doit définir la nécessité de préserver la souveraineté alimentaire chez nous. Pourquoi on considère que la souveraineté agricole et la souveraineté énergétique dont il a été fait mention dans le dernier projet de loi sont délétères pour la souveraineté alimentaire? C'est que du coup, que ce soit la méthanisation ou l'agrivoltaïsme, ça capte des grandes surfaces qui vont ne pas aller à répondre à nos besoins en alimentation. Ça induit une concurrence effrénée sur les prix du foncier qui vont empêcher l'accès d'un certain nombre d'entre nous au foncier, enfin surtout les jeunes qui veulent s'installer aujourd'hui, et qui vont réduire nos capacités productives alimentaires. Donc on est vraiment très dubitatif sur, si c'est le moins qu'on puisse dire, sur un développement effréné de l'agrivoltaïsme, de la méthanisation et des productions énergétiques, sachant que le photovoltaïsme peut trouver bien d'autres endroits pour s'installer que les terres agricoles. Alors on reconnaît qu'il faut donner un cadre ambitieux à l'installation. Et du coup, la fiscalité doit accompagner ce cadre ambitieux. Je vous rappelle que du coup, les montants de la fiscalité dédiés à l'agriculture sont loin d'être négligeables, à peu près 7 milliards par an, quand la PAC, c'est 9 milliards par an. Donc du coup, c'est vraiment un effet levier qui peut être énorme et du coup, qu'on vous demande d'orienter de façon à ce que ça réponde vraiment à des enjeux d'intérêt général. Donc, comme il a été dit tout à l'heure, il y a une nécessité d'accompagner la transition agroécologique. Donc, on peut vraiment s'interroger sur, par exemple, le soutien au GNR. Nous, on est favorable à, du coup, une réduction progressive de soutien et un plafond par ferme. Puisque aujourd'hui, en fait, il favorise plutôt la mécanisation, l'agrandissement des fermes. D'ailleurs, la majorité des mesures fiscales aujourd'hui accompagnent l'agrandissement des fermes. Donc, on vous demande de retravailler là-dessus. Pour les autres mesures, pour accroître l'attractivité des fermes, du coup, le crédit d'impôt remplacement, il doit être encore amélioré pour améliorer la vivabilité dans les fermes et donc rendre plus attractif notre métier. Il y a un gros travail à faire sur les retraites, mais pas seulement les retraites des gens qui vont venir en retraite dans les prochaines années, mais des personnes qui sont aujourd'hui retraitées. Et notamment dans les Drômes où la situation est absolument catastrophique. Et du coup, c'est vraiment un levier aussi pour favoriser la transmission, de travailler sur ces retraites. Voilà, donc du coup, en conclusion, on vous demande de bien retravailler sur cette loi. Il ne vous a pas échappé qu'aujourd'hui, du coup, on vit une crise politique et démocratique. Que depuis des années, les corps intermédiaires dont nous faisons partie sont malmenés. Le Parlement a été un peu piétiné ces dernières années. Les citoyens ne sont pas écoutés. Quand on vote, du coup, on peut être que très déçu par la façon dont notre vote est respecté. Donc, il y a vraiment une crise démocratique. Donc on vous demande aussi de soutenir le pluralisme syndical pour que partout l'expression de toutes les tendances soit écoutée et puisse du coup influer sur les décisions qui nous concernent tous. Et donc on vous demande d'être vigilant sur du coup un prochain décret on ne sait pas, mais le gouvernement précédent avait annoncé un décret sur le financement des organisations syndicales agricoles après les élections professionnelles. Ce décret n'est toujours pas sorti et on vous demande d'y être extrêmement vigilant puisque là aussi ça peut participer à un bon fonctionnement démocratique auquel nous sommes attachés et quel que soit du coup vos sensibilités, il semble important qu'on puisse tous s'exprimer, tous être écoutés et tous co-construire une vie ensemble. Merci.
Merci, mesdames les secrétaires nationales et générales. Vous remarquerez que dans cette commission, la vigilance très forte à la pluralité syndicale dont vous parlez, puisque nous auditionnons en une semaine l'ensemble des syndicats du monde agricole. On va commencer par les orateurs de groupe. Donc pour le Rassemblement national, donc 4 minutes, réponse comprise. Lionel Tivoli. Lionel Tivoli est absent, je prends le relais. Pas de problème, chers collègues. Madame la secrétaire générale, Madame la secrétaire nationale, nos agriculteurs souffrent. De belles promesses, en beaux discours, de nouvelles lois, en nouvelles réglementations. Les années passent et la situation ne cesse de se dégrader. Oui, nos agriculteurs souffrent et nos gouvernants regardent ailleurs. Que s'est-il concrètement passé depuis le mouvement légitime de colère des agriculteurs il y a quelques mois? Rien. Le sujet sur lequel je souhaite attirer votre attention fait rarement la une de nos médias et pourtant il est d'une importance capitale pour le monde agricole. Je veux ici évoquer la problématique de la tarification agricole de l'eau, ou plutôt de l'absence d'une telle tarification dans de nombreux territoires de France. Je souhaite évoquer l'exemple du département des Alpes-Maritimes de mon collègue Lionel Tivoli, qui est exposé régulièrement au phénomène de sécheresse. L'irrigation des cultures se fait au moyen d'eau potable, à défaut de réseaux d'eau spécifiques pour le secteur agricole. La conséquence directe pour les cultivateurs est un coût des factures d'eau bien souvent insoutenables, pouvant s'élever à plusieurs milliers d'euros, même pour de petites exploitations. Si l'on ajoute à cela la variation du tarif selon la zone géographique du département, c'est la pérennité de nombreux domaines agricoles qui est en jeu. À titre d'exemple, les agriculteurs dépendants du syndicat mixte des Trois-Vallées, situé sur cette circonscription des Alpes-Maritimes, payent leur eau à un tarif 7 fois plus élevé que celui des communes avoisinantes. Il y a urgence à réformer un système qui risque de conduire des dépôts de bilan en masse dans les prochains mois si rien n'est fait. Par ailleurs, reconnaître un droit à l'eau, comme le souhaite la Confédération, est une chose. Affirmer que celle-ci doit primer sur le droit d'accès à l'eau pour l'irrigation des cultures en est une autre, qui, si elle est inscrite dans la loi, n'aurait pas d'autre conséquence que d'aggraver davantage une situation déjà dramatique sur le terrain. Alors, Madame la secrétaire générale, Madame la secrétaire nationale, je souhaiterais connaître votre avis sur cette question ô combien fondamentale de la tarification agricole de l'eau et sur les moyens qui, selon vous, pourraient être mis en place afin de faciliter l'irrigation des cultures. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Mesdames, vous avez 2 minutes pour répondre. Alors, concernant l'eau, c'est un sujet auquel nous sommes particulièrement attachés à la Confédération paysanne. Il nous semble qu'il faut d'abord définir des priorités en matière d'usage de l'eau dans les territoires, donc qui doivent comprendre toutes les priorités, l'alimentation à l'eau potable et notamment l'irrigation aussi, la préservation des milieux. Enfin, il faut d'abord définir des priorités. Après, quand on a défini la part pour l'agriculture, à l'intérieur de l'agriculture, il faut encore redéfinir d'autres priorités, c'est-à-dire quelles sont les cultures qui ont besoin d'être irriguées pour répondre à nos besoins les plus urgents. Donc pour nous, les besoins les plus urgents, c'est l'alimentation. Donc il faut d'abord définir du coup quelle culture on va irriguer. Donc pour nous, les fruits et légumes et le maintien aussi du fond pour que en cas de sécheresse, les cultures pérennes puissent repartir l'année d'après. On a quelques idées sur la priorisation, mais ça nous paraît vraiment important de définir quels sont les usages prioritaires et après quelles sont les cultures prioritaires dans ce qu'on va garder pour l'agriculture. Et après, effectivement, il faut qu'on discute pour savoir comment c'est supportable par les agriculteurs qui irriguent. Donc, est-ce que c'est par une augmentation des prix pour que les prix puissent couvrir ces frais-là, ou est-ce que du coup, on se dit que c'est la collectivité qui décide ensemble de le prendre en charge? C'est des discussions qu'on doit avoir de façon démocratique. Oui, je voulais rajouter que dans le prix de l'eau, et vous avez parlé de l'eau potable, il y a aussi la dépollution de l'eau. L'agriculture a un rôle majeur sur ce que coûte l'eau potable qui est facturée aux citoyens par la pollution et donc la dépollution. Donc là aussi, quand on parle de transition agroécologique, on a aussi un travail à faire sur la question de l'usage des pesticides que l'on va retrouver effectivement. Certes, on parle de volume, mais on parle aussi de qualité, parce que la qualité dans la facture d'eau, la dépollution, c'est quelque chose de considérable. Et là aussi, dans les usages, il faut effectivement
privilégier les productions qui utiliseront le moins de pesticides pour que, effectivement, les zones de captage ne soient pas polluées, notamment. Merci. Je vous demande de respecter. Si vous voulez répondre plus longtemps, vous faites des questions plus courtes ou l'inverse. Mais il y a 4 minutes pour les deux, pour les 3 ou pour les 4. Pour le Ensemble pour la République, Nicole Lepay. Merci, Monsieur le Président, Mesdames. J'ai bien entendu votre message sur la crise actuelle sanitaire, parce que moi-même, agricultrice. Moi, je voulais intervenir sur la filière bio. En effet, les signes annonçant une situation de crise sont apparus dès 2021 et se sont confirmés en 2022-2023. D'une part, avec un ralentissement du marché bio, qui a diminué de 5% en 2022, l'inflation comprise, qui représente environ 600 millions d'euros, et le nombre de points de vente bio a reculé dans les mêmes proportions en 2022. D'autre part, avec un ralentissement des conversions en agriculture bio, en 2022, 5300 nouveaux agriculteurs se sont lancés dans l'agriculture biologique. En comparaison, en 2021, il y en avait plus de 7000. Alors, l'une des principales raisons de cette crise réside dans un décalage entre l'offre et la demande, donc dans un manque de débouchés. Dans un contexte de forte inflation, on peut comprendre que les consommateurs se soient, dans une certaine mesure, détournés de l'offre bio afin de préserver leur pouvoir d'achat. Mais en revanche, on note que la restauration hors domicile, qui regroupe la restauration collective et la restauration classique, ne représente que 8% des débouchés de la filière, un pourcentage largement inférieur à ce qui est observé chez nos voisins européens. Si je parle de l'Italie à 15%, la Suède à 18% et les Pays-Bas à 20%. Alors, quels sont, à votre avis, les leviers mobilisables pour favoriser la consommation de bio dans la restauration hors domicile et plus particulièrement dans la restauration collective où le bio ne représente que 7% des achats alors que les lois Egalim et Climat et Résilience ont fixé un objectif de 20% dans ce secteur? Je vous remercie. Merci, chers collègues, mesdames. Oui, par rapport à la filière biologique, effectivement, la filière biologique est en crise depuis plusieurs années. Et d'abord, elle subit une crise parce qu'il n'y a pas eu une vraie politique de stabilité de l'engagement à l'agriculture biologique. Et vous avez dû voir dans la presse le scandale du coriandre, de gens qui se sont convertis en bio uniquement pour toucher des primes à la coriandre excessive, qui étaient quasiment non plafonnées ou de façon ultra. Et donc, effectivement, un effet opportun, on l'a vu, lorsqu'il y a eu les premières politiques aussi sur la conversion bio, où il n'y avait pas de plafond. Donc ça a aussi déstabilisé des filières qui parfois étaient organisées, certes un peu comme des niches, parce que la bio, ça a mis du temps. Il faut savoir que la bio, au niveau de l'Europe, c'est depuis 1992 qu'elle est reconnue. C'est pas si vieux, la bio. Des cahiers des charges stricts et effectivement la difficulté de trouver des marchés. Nous savons que même dans un cadre d'inflation, une bonne alimentation, ça doit être accessible à tout le monde. Et à commencer par la commande publique et la commande de la restauration collective. Et là, la loi Egalim était là pour encadrer cela. Pour le coup, il n'y a jamais eu de contrôle et il n'y a pas de contrôle. Et une fois de plus, on vous dit, nous, à la Confédération paysanne, nous disons qu'il y a besoin d'agents de contrôle. Qu'on a besoin aussi dans nos DDT, dans nos DDPP, d'avoir des contrôleurs qui vont vérifier la bonne application aussi au niveau de la répression des fraudes ou autres, de la bonne répartition des marges, parce que ces filières ont été aussi assez opportunes et les marges, ça a été vérifié, ont toujours été plus élevées sur les produits biologiques, effectivement, par rapport à ce qui était rémunéré le paysan, mais aussi parce qu'il n'y a jamais eu la commande publique annoncée et le contrôle dans les cantines, effectivement. Faut-il que les cantines et les collectivités locales aient aussi des moyens? Mais là, on parle d'un vrai sujet, c'est-à-dire en quoi l'alimentation, de façon globale, doit subir les fluctuations de marché, la spéculation, etc. Parce que, effectivement, pour nous, on défend la sécurité sociale de l'alimentation. On veut qu'une bonne alimentation soit accessible à tous, et en quantité et en qualité. Et là, ça défend aussi le fait que l'agriculture biologique, c'est pas simplement un modèle de production, mais c'est aussi prévenir la santé publique, c'est aussi prévenir ce qu'on a dit tout à l'heure sur la qualité de l'eau. Et donc, nous avons besoin, effectivement, d'une politique de l'agriculture bio qui soit accompagnée, d'où on défend l'aide au maintien à l'agriculture biologique des paysans, parce que ce n'est pas le seul marché qui doit rémunérer le paysan bio. D'ailleurs, en conventionnel, ce n'est pas le marché qui rémunère. Je vais essayer d'être un petit peu strict. Il faudrait se contrôler ou se limiter ou synthétiser les réponses et les questions. Très bien. Je coupe. Merci, Madame la secrétaire nationale. Donc on passe au groupe La France Insoumise et c'est Sandrine Nosbet.
Merci, Président. Monsieur le Président, merci à la Confédération paysanne, à Madame Marcheseau et à Madame Collat d'avoir accepté cette invitation pour cette audition. Nous sommes tous conscients, je pense, que la politique d'Emmanuel Macron a amené à des catastrophes budgétaires et sociales en cascade dont le monde agricole n'a pas été épargné. La nomination d'Annie Genevard est aux antipodes des besoins du monde agricole. Nous attendons à la défense d'un modèle productiviste de l'agriculture, là où nous défendons une agriculture paysanne, la souveraineté alimentaire et la transition écologique. Comme vous le savez, le groupe LFI-NFP partage très largement les analyses et les propositions de la Confédération paysanne que nos collègues avaient notamment relayées dans la loi d'orientation agricole. Nous sommes conscients de la crise actuelle très importante pour les éleveurs et éleveuses ovins liés à la fièvre catarrhale ovine, où se rajoutent au cas de FCO3 dans le nord, des cas de FCO8 dans le sud-ouest, contre lesquels il est important et nécessaire de lutter également. Nous considérons qu'aucune anticipation n'a été faite du côté du ministère de l'Agriculture sortant concernant cette crise. Comme vous, nous pensons qu'il est urgent de mettre en place une véritable politique de soutien aux éleveuses et éleveurs, couplée à la mise en place d'une prévention efficace. Tout cela aurait pu être évité. Nous dénonçons aussi la politique actuelle de 2 poids 2 mesures dans la stratégie de vaccination entre le FCO3 et le FCO8 de la part du gouvernement. En outre, nous savons qu'à cette crise s'ajoute celle de l'agriculture biologique. La loi d'orientation agricole aurait pu donner un cap sur la filière, mais on a fait l'impasse, impasse également au niveau européen, où avant-hier, la Cour des comptes européenne épinglait l'Union européenne, qui, depuis 2014, a injecté 12 milliards d'euros dans le secteur biologique sans que ce dernier n'en récolte les fruits. Le bio souffre fortement de l'inflation, dont la part dans les achats alimentaires des ménages a reculé de 5,6% cette année. À côté de cela, le nombre d'exploitations certifiées HVE, pour haute valeur environnementale, est en progression. Un rapport de la Cour des comptes montre que cette certification apposée à des produits plombe encore davantage le secteur biologique, déjà en pleine crise. J'ai eu l'occasion, en Isère, de rencontrer la Confédération paysanne qui m'a alerté sur la situation du label HVE. Comme vous devez le savoir, ce label a des seuils d'exigence très bas, n'est presque pas contrôlé, ne garantit pas l'absence de pesticides et ne tient vraiment aucune promesse environnementale. Ce qui est constaté, c'est que ce label HVE, grandement soutenu par le gouvernement, n'enclenche pas une dynamique de transition écologique ou de reconnaissance de l'agroécologie, mais est plutôt une valorisation commerciale, un outil marketing et non de transition. Nous n'inventons rien, les associations ont saisi le Conseil d'État pour tromperie envers les consommateurs concernant ce label HVE, et la Commission européenne a reproché au gouvernement français de ne pas différencier les niveaux de rémunération entre les cultures biologiques et celles certifiées HVE dans l'attribution des aides publiques. Aussi, je viens à ma question sur ce label. Comment endiguer les difficultés des producteurs et productrices en bio face à ce greenwashing assumé? Quelles sont vos attentes sur ce sujet? Je vous remercie. Bien, merci, chers collègues. Vous n'avez que 40 secondes pour répondre à la question. Alors, 40 secondes, puisque j'ai été coupée tout à l'heure, j'étais sur l'aide au maintien. Nous demandons pour chaque agriculteur bio qui s'engage sur du temps long pour structurer les filières, qu'il y ait un accompagnement de 15 000 € par actif agricole et le retour de l'aide au maintien à l'agriculture biologique qui a existé, qui a été supprimée il y a quelques années, qui existe encore dans certaines régions. Ça doit être une politique nationale et non pas régionale. C'est l'ensemble des agriculteurs bio. Et puis bien sûr, le HVE, ben oui, c'est une duperie. Ça a capté beaucoup d'argent pour rien faire, pour rien apporter. Et ça, c'est un vrai scandale. Donc nous espérons que ce label HVE sera supprimé. Merci, Madame la Secrétaire nationale. Donc nous allons passer aux orateurs de groupe, au groupe socialiste, Marie-Noëlle Battistel. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame la Secrétaire générale, Madame la Secrétaire nationale. Merci de venir nous présenter vos propositions. La Confédération paysanne est un acteur représentatif important du monde agricole, notamment dans les territoires de montagne que je représente ici. Vous portez une vision et des propositions fondées sur le modèle de la paysannerie, de l'agroécologie, de la rationalité environnementale en faveur d'une agriculture plus durable et plus rémunératrice, modèle sur lequel nous sommes d'une manière générale en phase. Les préoccupations agricoles sont aujourd'hui extrêmement nombreuses, vous les avez citées. Pour beaucoup, elles revêtent même un caractère d'urgence.
Vous avez par exemple cité la situation de l'Isère, et je vous en remercie, puisque nous vivons en Isère une situation particulièrement difficile. Je dirais même une situation sans précédent. Je disais hier aux autres syndicats que la 14e édition de la descente des alpages, qui était prévue mi-octobre à Grenoble, qui est un événement extrêmement important sur le territoire en matière de lien avec les publics et les éleveurs, a dû être annulée en raison de la FCO, et le taux de mortalité dans mon département avoisine 35% de moyenne, et vous avez dit dans un certain nombre d'exploitations 50%. Un sujet qu'on évoque assez peu, c'est que dans ces territoires de montagne, souvent l'agriculture est conduite par des éleveurs qui sont pluriactifs et qui ont pour deuxième activité un travail saisonnier dans une station de ski, qui aujourd'hui connaissent aussi des fragilités sur leur pérennité. Et donc c'est une, entre guillemets, double peine, puisque un certain nombre d'entre eux me disent que s'ils n'ont pas leur travail de l'hiver, leur exploitation ne peut pas vivre toute l'année. Donc on a un vrai modèle aussi à reconstruire en ce sens. Sur les mesures d'urgence, pour venir sur le sujet qui nous occupe, est-ce que vous considérez actuellement que les réponses de l'État sont suffisamment adaptées, notamment en matière de propositions sur la loi LOA qui est en cours d'examen? Est-ce que, si vous étiez parlementaire et que vous aviez à amender, quels sont les points prioritaires que vous souhaiteriez ajouter sur cette loi, puisque, notamment sur le sujet de la transmission ou le sujet du foncier agricole, qui n'est pas dans la loi, alors que la régulation et l'installation doivent être évidemment prioritaires. Sur la question de la trésorerie, puisqu'un certain nombre d'éleveurs sont en telle difficulté que c'est un peu un point de non-retour. Est-ce que vous pensez que les PGE ciblés sont une solution dans ces moments d'urgence? Et je n'irai pas plus loin pour vous permettre de répondre suffisamment. Merci. Merci, chers collègues. 1 minute pour la réponse. Il faut décompter. Oui, alors... Je rappuie donc. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, la LOA, pour le moment, ne poursuit pas ses objectifs initiaux. Et effectivement, si on veut installer massivement des agriculteurs, des agricultrices, il faut absolument travailler sur le revenu et sur le foncier. Du coup, dans l'édition précédente, on avait apporté des amendements pour que, du coup, ces deux thématiques prioritaires intègrent la LOA, puisque, en fait, on peut parler de l'accompagnement et tout ça. Si, après, les gens ne vivent pas sur leur ferme ou s'ils ne peuvent pas accéder à du foncier pour pouvoir s'installer, tout ça reste des vœux pieux. Donc, la base de l'installation en agriculture, c'est de pouvoir avoir un outil de travail, donc du foncier, et pouvoir vivre de son travail. Et donc, c'est vraiment important que la LOA prenne en compte ces deux thématiques qui sont prioritaires pour avoir des agriculteurs et des agricultrices. Alors l'élevage, c'est effectivement du coup un domaine à appuyer et à soutenir massivement. Il est menacé de toutes parts, du coup des prix assez catastrophiques depuis des années, qui ne couvrent pas les coûts de production. Du coup, là, on a parlé très récemment du sanitaire, la FCO, la MHE, pour les ruminants, la grippe aviaire. Donc, le sanitaire est complètement, du coup, une menace aussi. Vous parlez de la nécessité de soutenir les agriculteurs pluriactifs. Je finis juste ma phrase. De soutenir les agriculteurs pluriactifs. Nous, on demande vraiment leur reconnaissance pleine et entière, notamment les cotisants solidaires, qui sont du coup des acteurs majoritaires de notre système agricole. Et il y a aussi besoin qu'ils soient soutenus par le RSA. Et actuellement, c'est menacé dans certains endroits quand ils sont vraiment confrontés à des difficultés énormes. Alors hier, c'était parfait, mais là, essayez de vous tenir à ces 4 minutes, je vous le demande à tous. Et on va commencer par premier exemple de droiture, par la droite républicaine. Pardon, oui. C'est donc M. Jean-Pierre Vigier. Merci, Monsieur le Président, Madame la Secrétaire Générale et Madame la Secrétaire Nationale. Vous le savez, vous en avez parlé, nos éleveurs sont confrontés à une situation préoccupante
en raison des conséquences de la FCO et de la MHE. Cette crise frappe durement les éleveurs de mon département et dans de nombreux autres départements, avec des effets dramatiques, non seulement sur leur morale, et il faut le préciser, mais aussi sur les pertes massives de cheptel, entraînant des répercussions économiques majeures. Il faut prendre des mesures urgentes et des mesures fortes. Premièrement, la problématique de l'accès aux vaccins. Sur le terrain, les retours des éleveurs sont alarmants, notamment en raison d'un accès tardif aux vaccins. Et hier, devant cette commission, le président des jeunes agriculteurs, Pierrick Aurel, a précisé qu'un rapport de détection de la maladie a insisté sur la nécessité de développer une stratégie de diagnostic anticipé, avec une meilleure identification des maladies auxquelles nous pourrions être confrontés et une réponse plus rapide à leur expansion sur le territoire. Il a également évoqué l'importance de disposer d'une production de vaccins en France pour éviter de dépendre des priorités nationales d'autres pays. Alors ma première question est la suivante. Partagez-vous cette analyse? Quelles sont vos recommandations pour mettre en place une stratégie vaccinale plus efficace lors de ces crises afin de mieux soutenir nos éleveurs? Et deuxièmement, la nécessité d'aides exceptionnelles. Il est urgent d'apporter des aides exceptionnelles pour compenser les pertes économiques liées à la baisse de production et aux pertes de cheptel. Quelles sont, selon vous, les aides les plus adaptées pour permettre à nos éleveurs de surmonter cette crise? Comment soutenir au mieux les frais engendrés par cette situation sanitaire sans précédent? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Vous avez 2 minutes pour répondre à ces questions sur la vaccination. On voit la droiture. 2 minutes, tu vois. Ils ont déjà perdu 10 secondes. 2 minutes 10, Jean-Pierre. Oui, merci pour cette question. Effectivement, il y a deux choses. On est d'accord, effectivement. Il y a un problème de recherche publique sur l'anticipation des maladies vectorielles, mais globalement des maladies sanitaires en élevage. Il est évident que là, on n'a pas la capacité, on n'a pas la recherche qu'il faut. Et il faut redévelopper la recherche publique en agriculture de façon globale et se donner des moyens. Il nous a manqué beaucoup de moyens sur la prévention parce que, effectivement, le monde de l'élevage souffre. Il y a de moins en moins d'éleveurs et donc automatiquement, tout l'accompagnement de l'élevage, de la DGAL au DDPP jusqu'au GDS sur nos territoires, et nos vétérinaires, puisqu'on a aussi des déserts vétérinaires maintenant dans le monde agricole. L'agriculteur est isolé, l'agriculteur est seul et il n'a plus l'information. Et nous avons fait remonter, nous aussi, beaucoup d'éleveurs qui nous ont dit, mais en fait, même le GDS nous a envoyé aucun message pour nous dire que la FCO8 était un variant de la FCO8 et qu'elle était beaucoup plus nuisible à nos élevages et avait beaucoup plus de conséquences. Donc effectivement, il faut réellement repenser toute la politique sanitaire nationale et se donner des vrais moyens si on veut sauver l'élevage sur le terrain, mais aussi au niveau national et aussi au niveau de l'ensemble de la recherche. On nous a dit 1,2 million au niveau de la recherche sur le fameux colicoïde. Voilà, mais c'est pas maintenant. Il faut penser la suite. Donc ça demande un travail de fond. Il faut donner les moyens à l'ANSES, à l'INRAE, à nos offices de biodiversité qui ont besoin aussi, qui eux sont sur le terrain et analysent des choses. Ensuite, sur l'accompagnement immédiat, oui, on participe au travers du FMSE. On a eu un certain nombre de décisions, que ce soit en commission, section ruminant, ou que ce soit au niveau du conseil d'administration du fonds FMSE, d'activer très vite le renouvellement de cet accompagnement, mais ça ne suffit pas. Il faut vraiment que l'État abonde et donne les moyens. On sait bien que ces fonds ne font qu'une partie, c'est les fonds de la profession, mais à un moment, il va falloir se poser la question de l'aval. C'est-à-dire les outils d'aval font des profits sur l'agriculture quand même, quel que soit le produit. Et là, actuellement, sur ces crises, c'est l'éleveur qui trinque. On sait que ça va déstructurer des abattoirs, des filières, mais actuellement, il faut penser aussi qui va payer. Il faut solliciter les filières aussi. Merci, Madame la Secrétaire nationale. Pour le groupe écolo et social, Benoît Biteau. Oui, il m'a déjà fait le coup hier. Écologiste, Pascal. C'est écologiste, mais c'est pas grave. Allez, je vais pas cramer mon temps de parole pour des détails comme ça. D'abord, merci d'être venu nous présenter votre vision de l'avenir de l'agriculture. Je vais vous donner une réponse. Vous pouvez compter sur le groupe des écologistes et social
pour être vigilants sur le financement des syndicats agricoles. Nous sommes très attachés à la pluralité syndicale et il est hors de question que par le truchement du financement, on mette en péril la diversité et la pluralité syndicale dans nos représentations agricoles. Donc on sera extrêmement vigilants sur cette question-là. Vous avez évoqué deux thèmes, des thèmes conjoncturels, d'actualité. La crise sanitaire, effectivement, les crises sanitaires exigent d'être dans l'anticipation, dans la prévention, et nous devons mettre à disposition des vaccins, mais des vaccins qui permettent d'anticiper et qui ne sont pas des solutions où on court derrière les épidémies, mais bien de les anticiper pour les endiguer. Et donc, on a vraiment besoin de travailler sur ce sujet-là. Toujours dans la partie conjoncturelle, on doit aider économiquement les structures qui sont impactées par ces crises sanitaires. Et j'avais une question à vous poser. Vous savez que dans la PAC, on dispose d'une réserve de crise qui, depuis qu'elle existe, n'a jamais été mobilisée. C'est une position du COPA et de la COGECA qui consiste à dire on ne mobilise jamais la réserve de crise, on la restitue aux agriculteurs, sauf que en la restituant aux agriculteurs, on n'active pas des démarches de solidarité. Et donc là, quand on a des crises de cette ampleur-là, on doit, je pense, et je voulais avoir votre position, devoir savoir mobiliser cette réserve de crise de manière à ce qu'on puisse soutenir économiquement les agriculteurs. Ensuite, vous avez évoqué des problèmes plus structurels. Et moi, j'ai envie de parler du climat et de la biodiversité. Vous ne l'avez pas évoqué, mais on a un sujet autour de l'accompagnement de l'élevage sur les zones humides, avec la tentative de faire disparaître des zones humides. Vous avez évoqué la nécessaire obligation de revisiter les densités d'élevage, les pratiques d'élevage. Eh bien, l'élevage en zone humide, au-delà de produire des produits de très très bonne qualité, converge vers cette ambition de réduire les densités d'élevage, mais permettent aussi d'entretenir des zones où on stocke du carbone, on a de la fonctionnalité hydraulique par rapport à la gestion de l'eau et on dispose aussi de réservoirs de biodiversité patrimoniale absolument remarquables, sauf que si on les éteint, si on les supprime, eh bien l'accompagnement économique, notamment via les mesures agro-environnementales et climatiques, disparaissent. Et donc je voulais avoir votre position là-dessus. Et puis je termine sur l'agriculture biologique. Effectivement, dans cette crise structurelle, il y a des agricultures qui s'attaquent frontalement à la disparition, à l'effondrement de la biodiversité, qui s'attaquent frontalement au dérèglement climatique. Malheureusement, aujourd'hui, dans les orientations des politiques publiques déployées, c'est pas cette agriculture-là qui est soutenue. Et donc, nous devons revisiter l'accompagnement de l'agriculture biologique, sortir de cette logique où on développerait l'agriculture biologique uniquement par le prisme de l'économie de marché, des lois de l'offre et de la demande, sans intégrer que c'est cette agriculture-là qui s'attaque frontalement au dérèglement climatique et à l'effondrement de la biodiversité. Donc, votre position sur ce qu'on appelle les paiements pour services écosystémiques, les paiements pour services rendus à l'intérêt commun, dont l'agriculture pourrait bénéficier. Je m'arrête là, ça fait 40 secondes de réponse aux orateurs. Et comme je suis un président très généreux, je vous donne 50 secondes. Ok, je vais aller vite alors. Du coup, réserve de crise, effectivement, ça peut tout à fait être un levier pour activer, pour répondre à cette crise qu'on connaît aujourd'hui. Pour nous, la priorité des priorités, c'est de maintenir les fermes, les agriculteurs et les agricultrices. Et du coup, on doit y mettre tous les moyens. C'est la seule façon que notre agriculture et notre alimentation répondent à tous les enjeux auxquels on est confronté et que j'ai déjà décrits dans mes prises de parole précédentes. Élevage et zones humides, évidemment, pour nous, l'élevage doit être en relation avec le sol qui le supporte. Quel que soit le type d'élevage, il doit y avoir un lien au sol. C'est le seul moyen d'avoir un élevage qui réponde aux enjeux environnementaux. Et généralement, quand il y a un lien avec le sol, il y a une qualité derrière qui répond aussi aux enjeux d'alimentation. Donc, pour nous, l'élevage doit être en lien avec son territoire et doit s'adapter aux potentialités du territoire. Pour nous, l'agriculture n'est pas du tout frontalement opposée à l'environnement. On peut tout à fait avoir une agriculture qui préserve notre environnement, qui préserve les potentialités de nos territoires, qui préserve les ressources. Donc, effectivement, il faut faire évoluer notre élevage dans ce sens-là. Merci, Madame la Secrétaire Générale. Donc, on va passer maintenant au groupe démocrate, et ce sera Monsieur Richard Ramos. Oui, tout d'abord, merci d'être présent et merci à la Confédération paysanne qui, je le dis, j'ai haute estime et qui des fois nous bouscule. Des fois, on n'est pas d'accord, mais qui nous bouscule et qui nous oblige à repenser finalement le monde agricole dans une politique globale, c'est-à-dire dans quelque chose qui est un enjeu pour notre société, qui est un enjeu de société du citoyen. Je vais
on a parlé du sol, on a parlé du foncier, on a parlé de l'installation, de la transmission. Il faut parler aussi de la transformation des produits. Il faudra parler aussi de la distribution et évidemment du consommateur. Je ne vais pas développer ça. Je dis simplement, on a besoin de vous dans les instances représentatives agricoles. Et je le dis ici, on se bagarre pour savoir qui représente le peuple français. Certains disent qu'il y a 11 millions qui ne sont pas représentés, d'autres disent on a gagné, etc. Ça veut dire qu'ici, on va voter tous pour que vous soyez dans les instances agricoles. Parce que tous, on a ici besoin d'avoir de la pluralité. Et donc, je pense qu'on sera unanimement à signer une tribune pour dire que la Confédération paysanne doit être représentée dans les instances agricoles, puisqu'on est tous ici pour être représentés dans les Français qui nous ont élus. Une question simplement, vous savez que j'ai souvent dit que après-guerre, on travaillait de la fourche à la fourchette, on produisait un peu des fois n'importe comment, mais le paysan, il avait répondu à ce qu'on lui avait demandé, produire pas cher. Je dis maintenant qu'il faut aller de la fourchette à la fourche. Et je voudrais vous entendre nous parler du consommateur. Vous savez que me tient à cœur la sécurité sociale de l'alimentation. C'est comment vous pouvez-vous faire en sorte que le consommateur soit celui qui finalement devienne un consommateur et que sa carte bleue, mais des fois elle est vide, puisse permettre des transitions écologiques et biologiques avec des produits qui sont de temps en temps pas accessibles. Je voudrais que vous nous parliez un peu du consommateur dans vos schémas de pensée. Merci. Merci, chers collègues. Mesdames. Alors effectivement, pour nous, on inscrit notre projet d'agriculture paysanne dans un projet global de société où on vise plus de bien-être et plus de justice pour tout le monde. Donc moi, ça me gêne un peu de parler de consommateurs. Je parlerai de citoyens. Du coup, en fait, on doit tous être considérés pas simplement en ayant du pouvoir par l'intermédiaire de notre porte-monnaie, mais effectivement par l'intermédiaire de ce qu'on veut comme société, quoi. Et donc, effectivement, là, c'est une question de justice sociale. Comment est-ce que tout le monde peut avoir accès à une alimentation de qualité qui réponde à ses besoins pour la santé, pour sa nutrition, pour élever ses enfants correctement, et aussi, du coup, pour vivre dans un environnement préservé qui va permettre d'assurer la pérennité de l'humanité. Donc, je pense qu'on doit prendre en compte effectivement les intérêts de toutes les personnes qui nous entourent pour qu'ils aient accès à une alimentation. Nous, comme vous l'a déjà dit, on travaille beaucoup sur la sécurité sociale de l'alimentation de façon à ce que tout le monde puisse avoir accès à une alimentation sans discrimination. Et puisque aujourd'hui, les personnes qui n'ont pas accès à une alimentation correcte doivent passer par l'aide alimentaire, et l'aide alimentaire, du coup, c'est discriminant. On est ostracisé parce qu'on n'a pas les moyens de pouvoir se payer de l'alimentation. Donc nous, on estime que l'alimentation, c'est du coup en fait une base de notre vie et que notre société doit s'arranger pour que tout le monde, tous les membres de cette société puissent avoir accès puissent répondre à ses besoins élémentaires et de façon tout à fait correcte. Donc voilà, notre travail, c'est vraiment de travailler avec les consommateurs, disons plutôt les citoyens, pour faire avancer ce projet qui est un véritable projet de société qui lie du coup la réponse à nos besoins vitaux, de façon à ce que tout le monde soit en fait considéré dans son alimentation et puisse avoir accès à ses besoins. Merci, c'est parfait. Pour le groupe Horizon, M. Thierry Benoît. Merci. Merci, Monsieur le Président. La Confédération paysanne, mesdames les secrétaires générales, est le tenant ou le chantre de l'agriculture dite paysanne. Circuits courts, locaux, associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, marché. Et c'est un message ou une vision politique auquel, comme un certain nombre de collègues, je reste sensible. Dans vos propos introductifs, vous avez évoqué le fait de baisser la densité dans certains élevages. Et je voudrais aborder une filière, la filière volaille. Elle est assez emblématique de ce qu'on vit actuellement en France en termes de souveraineté alimentaire. Un poulet sur deux, aujourd'hui, est importé. Premier pays d'importation, la Pologne, 253 000 tonnes d'équivalent carcasse. Ensuite, c'est la Belgique, l'Ukraine, le Brésil, la Thaïlande. Sans oublier qu'un certain nombre de pays membres de l'Union européenne importent des poulets qui viennent d'autres régions du monde.
et ils sont labellisés Union européenne. Donc, comment on concilie votre vision à vous de l'agriculture, le modèle agricole que vous soutenez, agriculture paysanne, circuit court, alors que dans le même temps, ce sont bien les filières longues, la filière agricole de production, avec des outils de transformation qui permettraient à la France d'avoir des poulets de qualité, parce qu'au moins l'agriculture française, même l'élevage hors sol, est certainement de moins mauvaise qualité que l'agriculture importée. Donc je voudrais vous entendre sur cette question. Et enfin, vous entendre sur votre vision de la politique agricole commune. Là, on va arriver dans un temps où on va devoir évaluer à mi-parcours la politique agricole commune pour réorienter dans les années qui viennent le nouveau projet agricole commun. Et donc, quelle est, vous, votre vision en termes d'aide européenne sur l'agriculture française? Merci. Merci, chers collègues. Donc, vous avez 2 minutes. Donc, déjà, vous dire que l'agriculture paysanne, ce ne sont pas que des circuits courts. Beaucoup de nos collègues et moi-même, je vends des céréales à une structure coopérative qui elle-même approvisionne des outils de transformation céréalière. Voilà, je tiens quand même à le dire, on n'est pas que des petits paysans qui allons sur les marchés régaler le quartier. C'est important. On a vocation effectivement à nourrir et à avoir cette souveraineté alimentaire dont on a parlé tout à l'heure. Si on remet le lien production sanitaire, on voit bien l'incohérence. Dans la même session Chambre d'agriculture du Gers, après les crises agricoles qu'on a eues sur la volaille, avec parfois 1 milliard par an d'indemnisation sur la filière volaille, on avait l'interprofession volaille qui nous disait « il nous faut faire du poulet du quotidien, on est trop en gamme, il faut arrêter l'élevage plein air, il faut refaire des grands bâtiments, il nous manque 1 bâtiment par jour, il faut 400 bâtiments industriels de poulet pour satisfaire le marché dont vous avez parlé et essayer d'être compétitif face à l'Ukraine, mais on ne le sera pas. On le sait ça. Et en face, on vous dit, les services vétérinaires, il faut baisser la densité d'élevage dans les élevages, dans les bâtiments et sur les territoires et relocaliser la production pour éviter les risques majeurs qui font que quand vous avez, comme actuellement, un foyer en Bretagne, vous avez un centre d'expédition d'œufs qui est bloqué avec 1 200 000 œufs par jour pour 350 poulets plein air qui sont foyés. Voilà les risques que l'on prend quand on développe une industrie de l'agriculture. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut considérer sur ce que ça coûte. L'agriculture industrielle telle qu'elle a été développée pour répondre à un marché compétitif international ne fonctionne pas et ne fonctionnera pas en France. Nous n'avons pas les codes. Nous avons heureusement d'autres lois sociales pour bien rémunérer nos personnels. Nous avons d'autres lois environnementales pour éviter la pollution, les antibiotiques dans les viandes. Donc nous devons continuer à développer une agriculture de production localisée qui soit dans cet équilibre. Et donc, ça ne veut pas dire que le petit producteur qui vend ses 3 poulets au marché, mais qui aussi fournit un marché, bien sûr. Mais il faut garder cette qualité. Nous ne serons pas compétitifs autrement. Et donc, la PAC doit être réorientée sur l'actif. Merci beaucoup, Madame la Secrétaire nationale. On n'est pas en manifestation, là, on est en écoute d'audition et de fond. Voilà. Non, mais j'essaie de... Non, je demande le temps, c'est tout. Bah, excusez-moi si vous... J'ai une petite plaisanterie pour dire qu'on respecte le temps. Très bien. Excusez-moi dans ces cas-là. Je suis désolé. Depuis le début des auditions, j'essaie de faire respecter la règle des 4 minutes. Je continue comme ça pour essayer d'avoir 4 minutes pour tout le monde. Excusez-moi si j'en ai choqué quelques-uns, je m'en excuse. Pour le groupe Lyot, Harold Duvart, 4 minutes. Je rappelle encore une fois, c'est questions et réponses comprises. Si vous laissez le temps aux gens que nous invitons de pouvoir s'exprimer. Alors je vais essayer de le faire. Vous avez évoqué la loi Egalim de façon presque incidente. J'aurais aimé que vous puissiez revenir, redévelopper votre appréciation des dispositifs actuels et vos préconisations pour les dispositifs à venir, notamment sur les mécanismes de construction de prix. Merci. Vous avez donc 3 minutes 40 secondes pour répondre.
Du coup, nous avons participé aux États généraux de l'alimentation qui ont abouti aux lois EGalim. L'objectif des États généraux de l'alimentation, c'était bien de redonner du revenu dans les fermes. Et clairement, quelques années après, du coup, ce grand raout et les lois qui en ont découlé, il y a toujours des problèmes de revenus dans les fermes. Et il y a toujours, malheureusement, des fermes qui disparaissent et des agriculteurs qui mettent la clé sous la porte. Donc, du coup, jusque-là, les lois EGalim n'ont pas résolu ce problème de ne permettre, en tout cas d'interdire à la production, aux producteurs de vendre à perte. On est le seul secteur d'activité en France où on a le droit de vendre à perte. C'est vraiment insoutenable. Il faut qu'aujourd'hui les lois nous interdisent que le secteur agricole, les producteurs puissent vendre à perte. Et depuis le début, nous, on demande à ce que d'abord, la base des négociations, ça soit que tous nos coûts de production soient couverts et que notre rémunération, que du coup, les prix auxquels on vend notre production couvrent à la fois nos coûts de production, notre revenu, notre protection sociale et du coup tout aussi le travail salarié qui est lié mais qui rentre dans les coûts de production. Donc c'est vraiment ça, les lois EGalim doivent partir de cette base. On ne peut pas pouvoir vendre en dessous de prix minimum garanti qui nous permettent de vivre de notre travail. On ne peut pas en fait sacrifier notre revenu pour du coup que l'aval puisse faire des profits qui soient conséquents. Et aujourd'hui, les rapports de force à l'intérieur des filières font qu'on n'arrive pas à faire passer ce message que la production agricole doit pouvoir vivre de son travail, que le cadre réglementaire nous interdise de vendre à perte et interdisent donc du coup les achats à perte. Merci Madame la Secrétaire Générale. Est-ce que vous avez 4 minutes pour un débat ou est-ce que vous voulez poser une autre question, Monsieur Huvart? Non, mais je vois qu'il y a une réaction de notre collègue Julien Dive. Il aura la parole tout à l'heure. Il a demandé à poser une question tout à l'heure. Allez-y. Bon, on passe à l'orateur de groupe suivant. Pour le groupe GDR, Monsieur André Chassaigne. Oui, merci, Président. Moi, je voudrais revenir plus particulièrement sur le constat que l'on fait avec la crise sanitaire liée à la FCO. Plusieurs intervenants ont fait valoir qu'on avait un véritable problème de recherche concernant les produits pharmaceutiques à usage vétérinaire. C'est une véritable indigence qui explique en partie la gravité de la crise aujourd'hui. J'ajouterai un point qui a été oublié, je pense, sauf si j'ai mal entendu, par les autres intervenants, c'est que ça pose aussi la question de la production des produits pharmaceutiques et usage vétérinaire. On parle d'un pôle public de médicaments pour l'usage des individus, mais je pense qu'on pourrait parler aussi d'un pôle public de production des produits pharmaceutiques et usage vétérinaire. Il y a un véritable problème par rapport à ça. Donc je vais vous interroger sur cette proposition. Et la deuxième interrogation, c'est sur l'insuffisance du soutien public. Et beaucoup ont parlé, même d'anciens députés européens d'ailleurs, qui sautent comme un cabri en parlant de réserve de crise, d'aide exceptionnelle. Mais je crois que ça, c'est du court terme. Moi, je travaille depuis des années avec une proposition de loi que j'avais déposée sur le fait de construire un vrai système public de prévention et de gestion des risques. Un système qui soit adossé à un régime public couvrant toutes les productions agricoles et toutes les exploitations, avec une dimension prévention et ensuite, bien sûr, accompagnement en termes de crise. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition-là? Certains États européens le font, l'Espagne, je crois. En France, on est allé vers le privé. Et ça ne donne pas les résultats attendus. C'est à court terme. Et je voulais vous interroger sur cette question. Merci, chers collègues, mesdames. Effectivement, vous rejoignez ce que nous avons dit tout à l'heure. Nous sommes pour une gestion publique aussi de cet approvisionnement, de cette recherche, de toute cette anticipation des crises, et qu'elle soit par la production de médicaments ou pas. Effectivement, on voit bien qu'on a une dépendance, que les laboratoires vont aussi sur des marchés qui les intéressent pour les recherches. Il vaut mieux chercher un vaccin sur l'élevage bovin que sur l'élevage caprin, vu le faible nombre d'animaux et la faible capacité d'un éleveur caprin à payer un vaccin, vous imaginez, par rapport à la bête.
Si vous demandez un vaccin à 10 € sur un éleveur caprin ou sur un éleveur bovin, l'investissement, le coût de production n'est pas le même de l'application de ce vaccin. Donc c'est évident qu'on a besoin aussi d'une mutualisation de ce travail de recherche, de ces investissements nécessaires pour avoir dans les temps les vaccins, puisque là, il y a vraiment carence, on l'a vu. L'État a commandé d'un côté et d'autres privés ont commandé. On a des coopératives qui ont commandé de leur côté, des grosses structures qui ont vacciné de leur côté, qui ont pu avoir du vaccin sur la base privée, parce que la commande publique ne satisfaisait pas. Donc vous voyez, on met en concurrence là aussi les éleveurs, celui qui a accès, celui qui n'a pas accès. Donc pour nous, il doit y avoir effectivement une égalité de traitement et on est pour ce travail de recherche. Mais là, ça veut dire aussi un service public de la prévention sanitaire, mais grandiose, pas avec 1 200 000 €. C'est juste insuffisant. Et quelle mission on leur donne et qui participe à la construction de cette mission, parce qu'il y a aussi des alternatives à la vaccination, à certains moyens techniques. La Confédération paysanne travaille beaucoup, mais notamment sur... on a parlé d'agriculture paysanne et d'agriculture biologique. On a aussi des solutions sans forcément agir avec certains produits, molécules de synthèse. On a d'autres solutions. Il faut développer cette recherche. On a des organismes de recherche comme le CIRAD qui travaillent beaucoup à l'étranger, paradoxalement sur la veille sanitaire, sur la grippe aviaire, l'influenza aviaire en Asie, et on n'a même pas la même recherche sur notre territoire. C'est assez étonnant et on pourrait aussi bénéficier de leur travail de recherche. Ce sont des structures d'État qui ont des vrais projets de long terme. Merci Madame la secrétaire générale. Nationale, pardon. Donc nous allons passer aux questions individuelles. Je vous rappelle, 1 minute pour la question. Il y en a 8. J'ai 8 inscrits à ce stade. Donc on va faire la série de 8 et vous répondrez collectivement, avec le temps que vous voulez, à l'ensemble des 8 questions. On commence par Patrice Martin. Merci Monsieur le Président. Merci Mesdames les secrétaires. Comme vous le savez, ces dernières années, les agriculteurs, en particulier ceux des petites et moyennes exploitations, subissent une concurrence accrue due à l'importation des produits dans le cadre des divers accords de libre-échange tels que le CETA ou l'accord avec la Nouvelle-Zélande. Mais ce qui nous inquiète profondément, ce qui inquiète profondément la profession aujourd'hui, c'est la perspective d'un accord avec du Mercosur qui devait être conclu, qui, s'il devait être conclu sans le plein consentement de la France, risquerait d'aggraver encore la pression sur notre agriculture. Par ailleurs, nous nous apprêtons à entrer dans une phase de préparation de la post-PAC 2027 qui déterminera de façon décisive l'avenir de nos exploitations. Dans ce projet porté par un manifeste stratégique signé par 29 organisations syndicales, ONG et autres parties prenantes, il est question de réorganiser la PAC vers des services environnementaux et de réduire de manière significative l'usage des herbicides. Or, cette réduction pourrait avoir un impact dévastateur sur la qualité des céréales, notamment du blé panifiable, et donc de la compétitivité de notre agriculture. Quelle est la position de la Confédération paysanne sur ce sujet? Merci. Jean-Luc Fugit. Ah, c'est bon, il fonctionne. Merci, Monsieur le Président. Alors, je ne vais pas revenir sur les questions de crise sanitaire, d'autant que je vous ai auditionné la semaine dernière dans le cadre de mon rapport pour avis donc, sur la question budgétaire. Simplement, il y a trois petits sujets sur lesquels je voudrais revenir. Sur la question de l'énergie, je voudrais avoir des précisions sur votre vision donc, de l'agrivoltaïsme et de la méthanisation. Vous l'avez évoqué de manière très, très furtive. Et moi, je pense que ce sont des techniques de production d'énergie qui permettent aussi de rendre des services à l'agriculture. Et donc, j'aimerais avoir votre vision pour, me semble-t-il, qu'on puisse clarifier devant notre commission comment vous voyez les choses. Un point aussi rapide, j'aimerais connaître votre positionnement par rapport à la technique de l'agriculture de conservation des sols, qui me semble elle aussi être particulièrement vertueuse, et notamment pour limiter les usages d'énergie fossile avec nos tracteurs, puisqu'on réduit quand même fortement le travail. Et enfin, sur le plan ambition bio, tout à l'heure vous avez évoqué le bio, mais il y a un plan ambition bio qui a été lancé en avril dernier. Est-ce qu'il passe à côté de sa cible ? Qu'est-ce que vous en pensez, notamment en matière de moyens qui sont fournis pour augmenter les surfaces agricoles utiles et dédiées au bio?
Merci, Monsieur le Président. Merci aux représentantes de la Confédération paysanne. La propagation de maladies qui touchent les bêtes d'élevage, comme la fièvre catarrhale ovine, provoque une crise agricole importante et l'inquiétude de nombreux éleveurs, comme on le disait tout à l'heure, y compris dans mon département de l'Aveyron. Elle s'ajoute aux dégâts provoqués par l'importation de viande néo-zélandaise à bas prix et une dérégulation des marchés soutenue par la Commission européenne et le gouvernement Macron. Ce dogme du libre-échange favorise également la diffusion des foyers infectieux. Nous sommes nombreux à considérer la réponse de l'État comme insuffisante. Parmi les propositions des députés LFI et NFP, il y a entre autres permettre l'accès et la prise en charge à 100% des vaccins et accélérer la recherche sur les maladies virales. Ma question sera donc double. Considérez-vous que la réponse de l'État est adaptée et à la mesure de l'urgence? Et quelles nouvelles mesures vous paraissent prioritaires pour conjurer cette crise? Je vous remercie. Je vous remercie. Mélanie Thomas. Merci, Monsieur le Président. Mesdames les secrétaires générales, quand nous vivons des calamités climatiques, une crise sanitaire dans les élevages, nous le savons, ce sont les agriculteurs en première ligne qui en pâtissent parce qu'ils perdent leurs revenus ou parce qu'ils sont fragilisés dans leurs revenus de par la perte d'exploitation. Depuis le projet de loi pour le plein emploi, ces agriculteurs qui travaillent dur sont pourtant inscrits automatiquement comme demandeurs d'emploi auprès de France Travail, ce qui revient à nier leur activité. Ces heures d'activité exigées par France Travail, 15 heures, sont incompatibles avec leur travail agricole. Les exemples dans le Finistère sont récurrents et concrets, en particulier post-tempête Ciarán, où de nombreux agriculteurs, alors qu'ils sont installés, vont pointer à France Travail sous la contrainte. Je voulais connaître votre regard sur cette aberration administrative. Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur Julien Dive. Merci, Monsieur le Président. En fait, Madame la Secrétaire Générale, je réagis parce que vous avez confondu deux choses. Le seuil de revente à perte, le SRP, et le prix minimum garanti, ce qui n'est absolument pas la même chose. Et je ne peux pas laisser considérer que le législateur laisserait volontairement la possibilité en agriculture de vendre à perte, en tout cas de vendre sous ce seuil de revente à perte, puisqu'il y a des filières qui l'ont demandé en réalité. Il y a des filières, et vous le savez, pour des raisons de saisonnalité ou de péremption des produits, qui ont demandé à pouvoir laisser pour elles la possibilité de vendre à perte, ce qui n'est pas le cas pour toutes, puisque le législateur s'est emparé de la question dans différentes lois EGalim au travers de la préservation de la matière première agricole et du prix de cette matière première agricole, ce qui m'amène à vous poser une question et votre avis sur les négociations commerciales et la question du SRP plus 10, du fameux seuil de revente à perte plus 10, qui avait été prorogé par les députés, par les parlementaires, et qui arrive à terme en printemps 2025. Merci, cher collègue. Monsieur Boris Tavernier. Oui, je voudrais profiter de cette audition pour revenir sur la SSA, la sécurité sociale de l'alimentation, évoquée par mon voisin Richard Ramos. La SSA est une proposition défendue par des citoyens, des chercheurs et diverses organisations agricoles comme les CIVAM et votre syndicat, la Confédération paysanne. La SSA vise l'extension du régime de sécurité sociale à l'alimentation. À l'image de ce qui existe en matière de santé avec la carte vitale, la SSA pourrait prendre la forme d'une carte distribuée à tous les citoyens et sur laquelle serait créditée chaque mois une somme, par exemple 150 €, permettant de réaliser des achats alimentaires dans les lieux de distribution conventionnés. La SSA permettrait donc de sanctuariser un budget alimentaire incompressible, perspective intéressante dans la mesure où l'alimentation sert souvent de variable d'ajustement. Ainsi, vous l'avez dit tout à l'heure, la sécurité sociale de l'alimentation répond pour les citoyens à des attentes sociétales fortes en matière d'accès à l'alimentation. Mais qu'en est-il pour la profession agricole? En quoi la proposition de sécurité sociale de l'alimentation pourrait répondre aux attentes des agriculteurs et agricultrices de ce pays? Je vous remercie. Je vous remercie. Madame Mathilde Igné. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames. Je voudrais vous interroger sur le dysfonctionnement concernant l'attribution des terres agricoles. On constate qu'il y a des porteurs de projets qui souhaitent s'installer et qui sont mis en concurrence avec des agriculteurs qui, eux, souhaitent agrandir leurs fermes. Et de fait, parce que parfois, ils ont aussi plus de moyens. Je prends pour exemple un article qui est sorti dans Ouest France ce matin, dans lequel on apprend que la SAFER 49 du Maine-et-Loire a retoqué un projet d'installation donc en vache allaitante, production de céréales et légumes, qui était porté par 4 personnes et soutenu par 270 citoyens. Et donc, au lieu de ça, les terres ont été attribuées à des agriculteurs du secteur qui sont déjà installés. Et ces terres, elles partent donc à l'agrandissement au lieu de permettre la création d'une nouvelle exploitation.
Pourtant, le SDREA, donc le schéma directeur régional des exploitations agricoles, fixe une priorité d'attribution des terres qui est l'installation de jeunes. Et je sais qu'à l'occasion du SPACE de Rennes, vous avez interpellé le ministère de l'Agriculture pour demander une politique foncière au service de l'installation de transmission. Donc je voulais savoir déjà si vous avez été invité à rencontrer la nouvelle ministre de l'Agriculture et quelles sont vos principales propositions pour remédier aux difficultés d'accès au foncier. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Monsieur Benoît Biteau. Merci, Monsieur le Président. Je vais faire des sauts de cabri parce que je suis éleveur de chèvres, André, et que je vais encore parler de PAC en ancien député européen. Je veux revenir sur la PAC pour deux raisons. D'abord, rassurer mes collègues qui sont plutôt localisés dans ce coin là-bas. L'agriculture paysanne, familiale et agroécologique n'est pas une menace pour la souveraineté alimentaire. La donnée européenne, c'est que 12% des surfaces aujourd'hui sont conduite via les pratiques paysannes, familiales et agroécologiques. Et ces 12% de surface produisent 32% de la production de la ferme Europe. Donc il n'y a pas d'antagonisme entre une agriculture paysanne et une agriculture qui soutient la souveraineté alimentaire. C'était utile de le repréciser. Le deuxième sujet, c'est que, on l'a dit tout à l'heure, mais je voulais que tu reviennes là-dessus, Sylvie, c'est justement parce qu'on a ce constat-là, comment est-ce qu'on oriente la PAC vers davantage d'aide à l'actif et non pas aux surfaces, de manière à soutenir cette agriculture familiale, paysanne et agroécologique. Merci, cher député. Monsieur André Chassaigne. C'est une question, mais c'est en même temps un témoignage, quelque chose qui, je le dis, qui me tracasse, c'est cette fracture que l'on a dans le monde paysan sur la question de l'eau. Et ça, sur nos territoires, c'est quelque chose de gravissime. D'un côté, des agriculteurs qui ont fait des choix, on leur demande de changer brutalement leur type de production, ils sont pris à la gorge, qui s'accrochent parce qu'ils ont des solutions urgentes à trouver, et quelquefois, ces solutions sont sous la forme de bassines. De l'autre côté, des agriculteurs, des paysans, et des mouvements environnementaux, des organisations politiques qui portent un sujet différent. Et derrière tout ça, il y a l'absence de l'État qui a laissé faire, il n'y a pas eu une responsabilité qui est assumée, et je suis pour ma part désespéré qu'il y ait une telle fracturation dans le monde agricole. Comment on pourrait faire pour essayer d'aller sur un chemin qui serait un chemin plus consensuel? Merci, monsieur le député. Auriez trouvé. Merci, Monsieur le Président. Et merci donc aux responsables de la Confédération paysanne pour cette audition. J'aurais une question, moi, sur les produits bio et plus globalement, d'ailleurs, sur les produits sous signe de qualité, parce que les deux, en réalité, sont en difficulté. Donc même s'il y a une légère embellie, on le sait, dans les magasins bio, en réalité, la demande reste à tonnes, y compris dans les supermarchés. Surtout, on a des prix qui sont encore au plus bas. Vous le savez, en lait, par exemple, le prix du lait bio est inférieur au prix du lait standard. C'est juste hallucinant. Bon. C'est pas seulement parce que les Français n'aiment plus le bio, c'est pas ça qui se passe. En réalité, toutes les enquêtes montrent que c'est un problème de pouvoir d'achat, tout simplement parce qu'il a fortement diminué. Et malheureusement, c'est notamment dans les classes moyennes que ce décrochage se fait, faute de moyens des consommateurs. Alors, je ne répéterai pas tous les bienfaits du bio, simplement je noterai qu'on a supprimé les aides au maintien en bio il y a 6 ans, que les aides PAC sont déconnectées des services environnementaux rendus, qu'il n'y a pas de respect des Galim et de la part de bio dans la Restauco, et qu'il n'y a pas eu les aides d'urgence nécessaires dans le projet de loi de finances. Donc, quelles exigences de votre part pour qu'on ait réellement un maintien du bio, sachant, je le rappelle, qu'il y a 10% des agriculteurs bio qui ont disparu en 2 ans, et c'est une catastrophe. Merci, Madame la députée. Madame Valérie Rossi. Monsieur le Président, merci. Mesdames les secrétaires nationales et générales, merci de vos témoignages. Nous avons longuement évoqué les épizooties qui ravagent nos élevages avec les conséquences économiques et psychologiques dramatiques pour nos agriculteurs. Un nouveau sérotype FCO-BTV3 en provenance de l'Europe du Nord est en plein développement dans notre pays. Aussi, disposons-nous des données de la part des Pays-Bas qui a un recul de 1 an et qui permettrait de mieux affronter l'épidémie chez nous? Par ailleurs, au-delà des dysfonctionnements avérés en matière de vaccination, avons-nous donné suffisamment de moyens publics, notamment à l'INRAE, pour analyser les crises précédentes et mieux prévenir les prochaines? Merci. Merci, Madame la députée. Monsieur Mathias Tavel. Merci, Monsieur le Président. Mesdames les responsables de la Confédération paysanne,
Je voulais revenir sur la question du libre-échange et singulièrement de la conclusion potentielle d'un accord avec le Mercosur, qui est toujours sur les tablettes et qui est annoncé pour cet automne. On a évoqué, par exemple, en matière de volaille, qu'un poulet sur 2 était déjà importé dans notre pays. Le projet d'accord sur le Mercosur ressemble beaucoup à un accord d'exportation de véhicules produits en Allemagne en échange de produits alimentaires et agricoles importés du Mercosur. Pour notre part, nous considérons que c'est un mauvais projet qui va augmenter les gaz à effet de serre et pousser à un modèle agricole productiviste qui est contraire à tout ce que vous avez dit sur le climat, la prévention des épidémies, la rémunération des agriculteurs. Et je voulais savoir quelle était votre position et surtout quelle était la position que vous attendiez que le gouvernement français tienne au niveau européen. Pour notre part, nous demandons qu'il s'y oppose purement et simplement, sans illusion sur les clauses miroirs. Merci, monsieur le député. On passe à la dernière question individuelle de Dominique Potier. Merci, monsieur le président. Merci, mesdames, pour notre dialogue. Et je vais complètement dans le sens de ce que André Chassaigne a développé comme éloge de la prophylaxie. On aura un facteur limitant, c'est la présence vétérinaire sur nos territoires. Elle relevait aujourd'hui du libre arbitre et du marché. On a des carences, on a des rachats de cliniques par des fonds d'investissement et une déshérence un petit peu sur la médecine rurale. Et c'est un vrai sujet demain pour une politique de prophylaxie. On a fait face à d'autres épizooties par le passé, on les a dominés, mais avec une armature qui n'est plus présente aujourd'hui. Donc c'est un vrai sujet public dont notre commission devrait se saisir. Ma question pratique à la Confédération paysanne, elle porte sur le bon calendrier pour une loi foncière. C'est la politique mère pour l'agroécologie et pour le renouvellement des générations, nous le partageons. Est-ce que c'est dans la LOA version 2 ? Est-ce que c'est dans une loi dédiée ? Quelle est la stratégie syndicale qui est la vôtre en la matière ? Merci. Merci, monsieur le député. Donc, je vous donne la parole pour les réponses à ces 13 questions individuelles. On va faire des tirs groupés, je crois, pour les réponses. Il y a eu plusieurs questions sur les accords de libre-échange. Donc, la position de la Confédération paysanne est claire. Du coup, on ne pourra pas avoir de la souveraineté ici et de la souveraineté ailleurs tant que l'agriculture servira de monnaie dans les accords de libre-échange. Donc, nous sommes opposés aux accords de libre-échange qui menacent les agriculteurs chez nous, les agriculteurs ailleurs. Les clauses miroirs ne permettent pas de protéger vraiment notre agriculture. Du coup, effectivement, on va peut-être pouvoir se protéger de concurrence déloyale sur l'utilisation de certains pesticides, par exemple. Mais par contre, ça n'a aucun effet sur le coût du travail. Ça n'a aucun effet sur les différences de potentiel de production d'une région à l'autre, qui donc sont des facteurs de concurrence entre nous. Donc, voilà, opposés aux accords de libre-échange, et on demande à notre gouvernement de protéger l'agriculture en refusant de signer des accords de libre-échange. Par rapport à tout ce qui concerne le bio, la question de transition agroécologique, là aussi j'essaye de regrouper un petit peu. Il est évident qu'il faut revoir la PAC. La PAC, c'est d'abord, on l'a bien vu, la concentration des fermes. Plus vous avez d'hectares, plus vous touchez de primes. Donc à un moment, on a vu la limite du système. On va perdre plus de 100 000 agriculteurs d'ici 2035. On va être quelque chose comme 250 000 agriculteurs en 2035. Je ne sais pas si vous voyez l'érosion. C'est ma tranche d'âge qui part à la retraite. Ma tranche d'âge, c'est celles qui sont éleveurs, c'est celles qui sont maraîchers, c'est celles qui sont souvent sur des agricultures diversifiées. Je peux vous dire, les étables vont se vider, les bâtiments d'élevage vont se vider, parce qu'effectivement, et ça a été dit par rapport au travail que ne fait pas toujours la SAFER, on voit encore des situations aberrantes où on a privilégié un agrandissement à une installation parce qu'on ne fait pas confiance à la nouvelle génération d'agriculteurs qui portent un autre projet, qui travaillent en collectif parce qu'ils ont trouvé la solution. On ne travaille plus en famille maintenant, on travaille en collectif. Et il faut que l'agriculteur ne soit pas isolé, il n'y a que de cette façon qui s'en sortira. Donc là aussi, il faut penser que sociétalement, les aspirations des nouvelles générations d'agriculture n'ont pas du tout la même vision de ce que nous, enfin moi personnellement, j'ai vécu en faisant 40 ans d'agriculture, corvéable à merci, le soin aux animaux, pas de vacances, même pas des congés maternité. Donc on a tout assumé et il faut repenser effectivement l'accompagnement des nouvelles générations sur plus de social aussi. Ils doivent bénéficier de temps de repos, ils doivent bénéficier d'arrêt maladie, d'accidents du travail rémunérés, parce que tout ça, ce sont des freins à l'installation, on n'en a pas trop parlé, mais la question sociale est essentielle, et notamment aussi sur la question de revalorisation
des retraites. Pour ce qui est effectivement du bio, du marché, non, le bio, c'est pas un marché de niche. Le bio, c'est aussi l'avenir par l'accompagnement de la transition écologique, de la préservation des sols et de ressources. Parce qu'effectivement, bien sûr que globalement, on produit moins en quantité, mais en même temps, on n'apporte pas tous les effets. On a parlé de la question de l'eau, la répartition de l'eau. Plus vous allez développer des cultures dédiées maintenant aux méthaniseurs, il faut savoir qu'on met du maïs dans les méthaniseurs. Rien que dans le Gers, on a 40 projets de méthaniseurs. On se demande où on va les faire. Et on n'a plus d'éleveurs. On n'a plus que 50 éleveurs laitiers dans le Gers. Donc, ce n'est pas les effluents d'élevage. On n'a pas de porcherie industrielle dans le Gers. Ce n'est pas les effluents d'élevage qui vont alimenter les méthaniseurs. Donc là, on met bien en concurrence la vocation énergétique de la vocation agricole. Et sur la question du foncier, ça se retrouve aussi. J'ai encore entendu de responsables de l'interprofession volaille dire demain, on n'a plus d'éleveurs qui veulent effectivement mettre des bâtiments d'élevage parce que jusque-là, ils mettaient du photovoltaïque sur les bâtiments, mais maintenant, ça ne vaut pas le coup. Avec une loi sur l'agrovoltaïsme, ils préfèrent mettre directement du photovoltaïque au sol et ils n'auront pas besoin de soigner des poulets matin et soir et faire la corvée de l'enlèvement des volailles et le lien et le prix, puisque la rémunération de la volaille, elle est trop faible. Et c'est pour ça que vous n'avez pas d'élevage en France qui se développe, quel que soit le modèle de production, puisque toute la filière, même sur les œufs, on n'a plus l'autonomie et on manque d'œufs de qualité et d'œufs au sol et d'œufs en cage. On manque, dans la filière œufs, sur tous les marchés segmentés, on manque de production d'œufs. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas rémunéré. On revient toujours au même point. Et pourquoi ? Parce que sur l'œuf, sur la production de volaille, vous n'avez pas de PAC. Il n'y a pas de PAC. Moi, j'ai été 30 ans agricultrice sans terre, hein, quasiment. Je faisais du maraîchage et de la volaille. Je n'avais pas une prime PAC. Ma déclaration, c'était 0. Le jour où mon père me lâche un fermage, d'un seul coup, je me retrouve avec 25 000 euros. Puis j'ai une aide au maintien bio où je prends 15 000 euros. Puis on me l'enlève quelques années après. Et voilà, nous, on ne peut pas faire le yo-yo comme ça. L'agriculture, il a besoin d'un projet à long terme. Et ce projet, il part par sauver la ressource, l'eau, le sol vivant, mais bien sûr sol vivant. Pourquoi les rendements baissent actuellement ? Parce qu'on a un problème de sols qui sont devenus totalement improductifs. Et ce n'est pas en faisant le sol comme un support qu'on va trouver des solutions. Tout nous rattrape. Donc il y a urgence. C'est pour ça qu'on dit que là, la PAC, il faut continuer à négocier, continuer à faire évoluer, et surtout par le maintien de beaucoup de paysans. Penser qu'on serait 250 000 en 2030, c'est penser que l'Isère, les zones de pastoralisme, les zones de montagne qui n'ont plus l'activité neige, mais on a tout un pan de la France qui va être une friche. Ni plus ni moins, parce qu'on ne fera pas non plus dans les coteaux du Gers du photovoltaïque sur des pentes, c'est bien mieux sur du plat. Donc voilà une réflexion qui doit être bien globale et qui fait qu'effectivement, pour rejoindre ce qu'a dit M. Chassaigne, effectivement, on doit pouvoir discuter. Mais ce n'est pas quand il y a la pelleteuse dans le champ, parce qu'il y a quand même des associations qui ont discuté. Je pense à l'autoroute, ce qui se passe. On voit quand même des projets qui sont contre nature. C'est une évidence, et qui n'ont plus d'intérêt même économique, et qui ne vivent que d'argent public, parce que beaucoup de projets, on le voit dans la méthanisation, si on coupe l'argent public, et là, vous devez être attentif, cet argent public, il ne doit pas être dévoyé. Et sur la PAC, je vous ai cité la coriandre, il a été dévoyé 50 millions d'euros sur la seule région Occitanie, sur une culture de non-production. Non-production, on finance de la non-production quand des éleveurs vont crever. Voilà des choses qu'il faut repenser aussi. Donc là, il y a une approche qui est vraiment globale où effectivement, on pourrait penser à une unité nationale sur un vrai projet. Mais nous, les paysans, on a besoin d'un projet. À un moment, on nous dit agriculture industrielle, on nous a opposé à l'agriculture paysanne, mais l'agriculture industrielle, elle est au bout du rouleau. Elle n'installe plus, on l'a vu. Notre agriculture paysanne, elle installe. Nous faisons 30% des installations dans le Gers sur des projets agroécologiques. Je vais répondre vite fait à quelques autres interrogations. Donc le RSA, effectivement, c'est pas par plaisir que du coup les agriculteurs demandent le RSA. C'est vraiment qu'ils se retrouvent du fait des conditions qu'ils ne contrôlent pas dans des difficultés financières qui font qu'ils ont besoin d'un RSA pour subvenir à leurs besoins élémentaires. Et donc, ça ne les empêche pas de devoir continuer à travailler sur leur ferme pour pouvoir envisager d'améliorer leur situation. Et c'est complètement incompatible avec l'obligation de faire des heures de travail pour pouvoir bénéficier de ce RSA. Donc, c'est quelque chose qu'on dénonce et qui ne va pas du tout.
Pour l'eau, effectivement, il y a des tensions dans les territoires, c'est indéniable. Et nous, ce qu'on demande depuis longtemps, c'est qu'il y ait un moratoire sur la construction des bassines pour qu'on réfléchisse ensemble, collectivement, à quelle agriculture on veut, quelles sont les priorités, comment les fermes peuvent poursuivre leur activité, du coup, en utilisant au mieux l'eau. Et du coup, ça doit être une question qu'on réfléchit ensemble. Et c'est pour ça que nous demandons un moratoire qui nous permette de prendre ce temps-là de façon apaisée. Sur le calendrier de la loi foncière, bon, effectivement, nous on avait poussé des mesures foncières dans la LOA parce qu'on sentait bien que si la LOA passait, du coup, la prochaine loi concernant l'agriculture serait repoussée au calendrier grec et du coup, nous, on ne peut plus se permettre d'attendre ces délais-là. S'il y a un calendrier défini qui nous impose une loi foncière rapidement, c'est quand même certainement la meilleure façon qu'il y ait une loi qui soit spécifiquement dédiée à ça. Mais voilà, c'est des questions de stratégie un petit peu. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour des questions que vous avez posées. Et on vous remercie pour avoir pris le temps de nous écouter. Et on espère que vous porterez du coup des lois qui seront dans le sens de l'intérêt général. Voilà, merci beaucoup. Merci Madame la Secrétaire Générale, merci Madame la Secrétaire Nationale. Un tout petit point sur, parce que je suis d'un territoire ovin, je vous ai senti un peu critique sur le GDS, mais dans la Nouvelle-Aquitaine, je crois que Benoît Biteau peut en témoigner, le GDS nous a convoqué hier soir, tous les députés et les sénateurs, autour du sujet de la fièvre catarrhale, de la prise en charge de vaccination. On a, je pense, l'information. Et ne pas oublier que le fonds de mutualisation est quand même financé à 65% par l'État. Voilà. Mais sinon, on vous remercie pour toutes vos interventions, vos réponses précises et surtout toutes vos propositions, tout ce qui va nous faire réfléchir pour, au fil de l'eau, puisque c'est l'objectif qu'on a avec tous les syndicats agricoles, essayer de créer un environnement meilleur et plus accueillant pour l'attractivité, en tout cas pour une agriculture et pour le futur de notre agriculture. Je vous remercie pour les collègues. C'est 11h30 avec la coordination rurale.